Ah voilà, donc vous venez de découvrir celle qu'on appelle Pongolove, une grande dame de la musique congolaise qui a fait la pluie et les bons temps. Et il faut savoir aussi, Pongolove avait collaboré également avec Luambo Makiadi, Franco, qu'on dit comme ça, Franco. Elle a collaboré aussi avec, avec Luambo Makiadi dans OK Jazz. Mais elle a évolué toute seule avec beaucoup de tubes qui ont fait du succès et qui font toujours du succès jusqu'à aujourd'hui. Kakela, je crois que vous avez quand même aimé, vous venez de découvrir cela, et là c'est important. Donc nous avons parlé dans cette rubrique qui était la culture, nous avons évoqué cette dame-là, Pongolove. Alors, nous fermons cette parenthèse, nous fermons ce chapitre. Donc, nous allons commencer maintenant notre tranche matinale avec cette thématique que nous allons développer avec notre invité sur ce plateau. Il s'appelle Marquis Ilunga, l'environnementaliste maison, comme j'aime l'appeler comme ça. Un environnementaliste maison qui, à tout moment, nous discutons avec lui sur ce qui est de l'environnement, ce qui est du développement au travers de l'environnement en République démocratique du Congo. Donc, on prend une transition et on se retrouve juste après pour recevoir l'invité sur ce plateau. Ah voilà, déjà avec l'invité sur ce plateau, il s'appelle Marquis Ilunga. Monsieur Marquis, bonjour. Bonjour, monsieur Papi. Alors, élégant, en mode présidentiel. Hein? Ah oui, en mode présidentiel. Ça sent bien, ça sent bon quand oui, même. c'est aussi, en fait, un concept de l'environnement qui dit, voilà, il faut s'habiller décemment. Ok. Il faut s'habiller décemment. Ça fait partie des concepts d'environnement. Oui, avec les notions équistiques. Ah, maintenant, nous qui aimons nous aimons la sapologie. Oui, vous respectez. Vous respectez l'environnement. Nous devons respecter l'environnement. Par rapport d'abord à votre habillement, c'est le respect de l'environnement. Ah, même l'habillement compte. Ah, voilà. Voilà, monsieur Marquis Ilunga. Avec vous, nous allons parler de cette thématique, les sols moteurs du développement d'une nation. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche en sol, en sous-sol, et j'ai même envie de dire sur-sol, parce que les sur-sols, nous avons l'intelligence, nous avons l'élite. Hein? Ces peuples congolais qui a beaucoup d'élite, beaucoup de l'intelligence. Nous étudions, les Congolais ont commencé à étudier depuis très longtemps et nous connaissons le premier docteur, hein, si ce n'est pas en droit, le fait Etienne Tshisekedi, qui a été déjà docteur depuis les années 60. Donc il faut louer ces pays. Les sols moteurs du développement d'une nation. Parlons d'abord le sol avant d'entrer dans notre vif du sujet. Comparablement à ce que nous vivons actuellement, la chaleur, ces dérèglements climatiques, est-ce que le sol peut être aussi apporter aussi un apport dans le changement climatique? Exactement, monsieur Hervé Papi. Le sol joue un grand rôle, un rôle de catalyseur dans le réchauffement climatique. Il y a ce qu'on appelle l'évapotranspiration. L'évapotranspiration. Il y a aussi, le sol joue aussi un rôle sur la régulation de l'eau. La régulation, au fait, la conservation de l'eau, la régulation, au fait, des chaleurs, en fait. La régulation des chaleurs. Le sol joue un grand rôle dans ce qui concerne les activités agricoles, les climats et tout consort. Le sol, en tout cas, joue un grand rôle, donc nous devons préserver le sol. Comme le dit Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, il dit dans un monde moderne où la population ne cesse de croître, où des villes ne cessent de s'étendre, donc le climat change, les besoins alimentaires augmentent, il nous faut de toute urgence préserver la santé du sol. Donc il faut préserver la santé du sol en faisant quoi justement? Il faut quoi? Il faut planter des arbres ou ne pas à tout moment cultiver dans ces sols-là, ou les laisser quand même se respirer. De quelle manière on peut dire, bon là, voilà, pour respecter ces sols-là, on doit les faire par quelle manière? Le respect du sol, ici au Congo, nous avons presque 80 000 kilomètres de terre arable. Ok. Donc le respect du sol
c'est d'abord éviter les engrais chimiques, les pesticides. Hein. Il y a plusieurs façons de préserver le sol, de protéger le sol. C'est de faire ce qu'on appelle la phytorémédiation. La phytorémédiation, aussi passer par biorémédiation, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est ça, au fait, ce qu'on appelle la préservation du sol. Hein. Éviter aussi, il y a la dégradation du sol par les climats, hein, donc une évapotranspiration plus importante et une intensification du stress thermique. Hein. Donc alors, en ce moment-là, il faut suivre maintenant le modèle météorologique donné par le Centre météorologique national de la RDC, parce qu'on ne suit pas ces principes, on ne suit pas, je ne sais même pas si la météo a une nécessité ici au pays. Ah bah là, mais le problème, est-ce que c'est fiable? Parce que ces météos-là, est-ce que c'est fiable? Vous pouvez nous proposer aujourd'hui et nous dire qu'il y aura pluie, mais on n'en voit pas. On ne voit pas de pluie. On peut nous dire qu'il y aura du soleil, et puis malheureusement, c'est la pluie. Dans chaque activité qui concerne l'agriculture, vous devez respecter la prévision météorologique. Vous devez consulter les météorologues. Vous devez vraiment les consulter pour savoir est-ce qu'il pleut dans ces zones. Est-ce que c'est une pluie acide ou soit c'est une pluie normale. Hein, vous voyez, le matériel qui donne quand même la prévision météorologique en temps réel, ici au pays, ces matériels-là ne fonctionnent plus. Donc il revient maintenant au gouvernement de relever les défis en sorte que ces pays soient dotés de matériel météorologique en temps réel, de modèles internationaux. Ici, en tout cas, il y a un peu de négligence par rapport à ça. Il y a un peu de négligence, donc on essaie d'interpeller le gouvernement, de faire quelque chose pour la conservation. Ça aidera aussi les agriculteurs parce que c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Les sols, moteurs de développement d'une nation. Vous avez évoqué plus de 80 000 hectares de terres arables. Comment vous pouvez juger l'exploitation du sol congolais pour son développement? L'exploitation du sol congolais pour son développement, ici chez nous en RDC, il y a une confusion dans l'exploitation du sol. On pense que le développement revient au fait de pour le développer ces pays, nous devons exploiter rien que le minerai. Voilà. Il n'y a que le minerai, les sous-sols qui nous concernent. Or, les sols, en tout cas, on essaie de bannir cela. On essaie de ne même pas jeter un coup d'œil. Il y a tout un ministère, un géant de l'Afrique centrale, de l'agriculture. Mais il faut voir la politique qui se joue au niveau de ces ministères. On dirait une maison de 2 chambres. Vous comparez une maison de 2 chambres avec les géants ministères de l'agriculture de l'Afrique, ici chez nous en RDC, mais il y a une mauvaise politique agricole à l'interne. À l'interne, il y a une mauvaise politique agricole. Les sols, Ban Ki-moon nous dit, les sols, c'est le pilier, c'est les poumons en fait. Hein, sans le sol, la vie telle que nous la connaissons, par exemple, nous la connaissons sur Terre, ne serait plus possible sans le sol. Et donc, nous devons faire le tout possible pour relever les défis agricoles ici en RDC. Il y a plusieurs cultures qui ne marchent surtout pas parce qu'il y a une mauvaise politique agricole. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce que, vous savez, au Congo, plusieurs personnes pensent plus à être bureaucrate qu'à être vraiment un agriculteur, quelqu'un, bon, il s'est dit, en tout cas, si je commence à planter aujourd'hui, les Congolais vont commencer aujourd'hui une activité et gagner déjà dès demain. Soit le soir, déjà, il doit avoir l'intérêt. Il ne veut pas d'abord investir en long terme, puisqu'il sait, si je plante par exemple le maïs, ça va me prendre pratiquement 3 mois, 4 mois, même 6 mois pour que je commence à récolter. Et voilà, il se décourage. Est-ce que ce n'est pas aussi les problèmes des Congolais lui-même?
Je ne pense pas. On dit, mais dans les colloques développement durable, on dit que le développement durable varie d'un peuple à un autre. Concernant les Congolais, avec leur politique agricole, les universités injectent beaucoup de licenciés. Chaque année, il y a les universités qui envoient les licenciés en agriculture, les ingénieurs et tout consort. Mais l'agriculture n'est pas modernisée. Nous voyons ça même dans d'autres pays internationaux, dans d'autres pays voisins et tout consort. L'agriculture est internationalisée. Mais ici au pays, l'agriculture ne sont pas une agriculture moderne. On est toujours dans cette histoire archaïque, en train de pleurer. Voilà, il y a aujourd'hui, les provinces ne sont pas reliées. Il y a un problème de route pour amener, pour aller, voilà, les routes des dessertes agricoles. Il y a par exemple une entreprise que je connais, c'est au ministère du Développement Rural, l'OVDA, donc l'Office de voies des dessertes agricoles. Mais pourquoi ne pas appuyer, ces entreprises? Pourquoi ne pas doter des moyens pour permettre cette circulation des biens de première nécessité, au lieu d'importer ce qui est génétiquement modifié. Aujourd'hui, il y a des OGM partout, et des OGM dans les rues, des OGM dans des pommes, dans des fruits, des OGM partout. Et ces OGM-là nous causent beaucoup plus de maladies. Il y a des cancers dans les OGM. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, des pommes de terre modifiées. Donc nous déplorons à ce que le gouvernement fasse quelque chose, met en place une politique agricole moderne. Quittons l'archaïsme, quittons cette politique de l'exploitation du sous-sol. Ça ne sert à rien de continuer avec ça parce que ce sont des ressources épuisables. Voilà, donc ne comptez que sur le minerai. Ça va s'épuiser un jour. Ça va s'épuiser un jour et nous serons vraiment en retard par rapport au développement agricole. Parce que l'agriculture, c'est le moteur. Le moteur d'une nation. L'agriculture, c'est la base. C'est la base du développement même. C'est la base du développement normalement, c'est l'agriculture. Sans l'agriculture, ces pays-là n'est pas appelé à se développer. Parce que là, on peut se dire que nous allons manger quand même bio. Ici, nous sommes devenus colonisés, donc une colonisation de l'importation de la consommation déjà en second degré, il faut le dire comme ça. On va manger bio, mais servi avec quelle politique agricole qu'on a ici au pays? On va manger bio avec quel matériel agricole qu'on a ici au pays? Prenons l'exemple, je ne peux pas entrer en profondeur sur le projet Bukangalonzo par exemple. Voilà, par exemple. Par exemple. Mais il y a des ingénieurs qui peuvent étudier ces sols. Aujourd'hui, il y a un déficit. Il y a un déficit de culture. Il y a un déficit de culture. Il y a par exemple, dans le Congo central, ces sols contiennent du calcaire, dont il faut une culture modérée pour les sols. Vous partez par exemple au Katanga, il y a les uraniums, il y a les sols contenant les uraniums et tout consort. Et ces sols-là aussi doivent être d'une nécessité, doivent être étudiés normalement, accompagnés d'une culture quelconque. Voilà. Vous partez par exemple au Kasaï, vous allez voir aussi il y a un sol. Et ce sol-là doit être accompagné de quelle culture? Donc il faut une politique de légifération. Mais est-ce que ce n'est pas le problème de l'élite congolaise, c'est-à-dire le scientifique congolais de l'agronomie, les professeurs de l'agronomie, parce que nous savons, la ville de Kinshasa, c'est une terre pratiquement un peu sablonnée. Donc il faut aider à ces agriculteurs ou ces personnes qui aimeraient se lancer dans ces activités, les définir déjà, les donner des manuels qui les définissent. Alors voilà, si vous voulez cultiver, par exemple, là, les alentours de Kinshasa, il faut telle culture. Vous êtes dans où il y a la terre battue, comme dans les Katanga ou dans au Maniema, il faut telle culture. Est-ce que ce n'est pas le problème d'abord de l'élite, des scientifiques congolais?
C'est un problème aussi. Hein, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, si, il nous revient maintenant du droit d'interroger tout le monde. Hein, toutes les classes politiques, toutes les classes scientifiques. Il faut interroger tout le monde et tout le monde doit donner un conseil à quelqu'un. N'attendez pas seulement qu'on vienne te consulter pour donner un conseil. Oui, passez aux médias. Parler, hein, donner des conseils comment on peut évoluer avec notre culture agricole, comment on peut développer ces pays hein, à travers le sol, comment on peut développer. Il y a beaucoup de choses, il n'y a pas que dans le sol, il n'y a pas que l'agriculture. Hein, il y a plusieurs articles qu'on peut produire à travers le sol. À travers le sol. Oui, exactement, il y en a beaucoup. Moi, je pense aujourd'hui que nous devons interroger tout le monde. S'il le faut descendre même sur le terrain, interroger même le ministre, interroger des professeurs à l'université, vous formez les gens. Mais lorsque vous envoyez ces gens dans la société, quel rôle jouent ces gens-là? Quel rôle? C'est dans quel domaine où vous les envoyez? Vous allez voir un ingénieur agronome. Vous dites, bon, par exemple, au pays, je n'ai pas eu la chance, un ingénieur agricole devient constructeur. Un ingénieur agricole devient mécanicien, devient maçon. Hein, mon cher Hervé, c'est impossible. Un ingénieur agricole qui quitte même son domaine, c'est comme ça qu'il faut construire des immeubles et puis oui, son domaine ne sert à rien. Vous allez le voir, un ingénieur agricole, il devient maçon, il va vous construire des immeubles qui s'écroulent. Voilà ou quoi, des inconvénients comme ça. Hein, vous prenez les gens destinés à faire quelques domaines, à un domaine quelconque, mais vous les voyez en train de rouler les véhicules. Hein, il devient chauffeur. Il devient chauffeur. Mais tu es un ingénieur agricole. Hein, aujourd'hui, hein, il faut quand même donner le message. Il faut parler. Nous devons interroger tout le monde. En tout cas, l'idée d'interroger tout le monde donnera quand même le conseil, hein, donnerait les conseils à ce que la population se prenne en charge à ce qui concerne la politique agricole. Voilà, les sols, le moteur de développement d'une nation, c'est la thématique que nous développons avec M. Marquis Ilunga, qui est un environnementaliste. Donc, un environnementaliste professionnel, il faut le dire comme ça, puisqu'il est là-dedans, ancré là-dedans. Alors, nous sommes en train de parler de ce sujet, mais nous posons une question. Si aujourd'hui, la RDC qui se concentre qu'à la production minière, et si aujourd'hui, parce que moi, j'ai fait un constat, si nous avons les tontons qui sont les Wewa aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, apparemment parce qu'il y a disparition un tout petit peu des diamants au Kasaï, et les tontons sont venus à Kinshasa pour faire autre chose. Est-ce qu'on ne risque pas d'être totalement condamné comme ça à ne faire qu'importer et sans rien, et on va vivre encore comme c'était le mois passé ici, les derniers mois qui sont passés ici, il y avait pénurie de maïs, même dans les provinces qui sont censées être des provinces productrices de ces maïs. Monsieur Hervé, je vous ai bien entendu, je vous ai bien écouté en ce qui concerne cette concentration dans le mine et laisser. Est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas rester esclave? Vous savez, dans d'autres pays, hein, dans un pays normal, hein, où il y a un programme quinquennal du chef de l'État, le gouvernement identifie les besoins. Les gouvernements doivent identifier les besoins. Chaque quinquennal doit donner ses fruits. On ne doit pas tergiverser dans les programmes quinquennal du chef de l'État. 5 ans, c'est beau. Et dans les 5 ans-là, on peut développer des secteurs agricoles, même étonner même le monde. Exactement. Aujourd'hui, nous touchons des secteurs qui ne nous servent des fois à rien. Nous touchons des secteurs bien assis. C'est comme si vous abandonnez les mers, vous abandonnez le fleuve, au lieu d'entretenir le fleuve, au lieu d'entretenir les mers, les océans et tout consort, mais vous partez d'entretenir l'aquarium. L'aquarium. Exactement. De l'artificiel. Artificiel.
Je vous dis la vérité. Maintenant, il y a de ces choses-là que les gouvernements doivent tenir compte. Que aujourd'hui, si on continue avec cette politique de tâtonnement, et nous allons regretter d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Parce que 5 ans, c'est beaucoup. 5 ans, nous pouvons faire des grandes choses. Que le gouvernement, aujourd'hui, il nous revient d'interpeller le gouvernement qu'à chaque programme quinquennal, ils doivent identifier les besoins pour développer, les besoins de développement. Ok. Voilà. Mais nous allons, parce que les problèmes, peut-être que le gouvernement aussi, c'est las. D'abord, le Congolais ne se donne pas trop à l'agriculture. Et deuxièmement, lorsqu'on va donner l'élite, on va nous faire l'espoir Bukangalonzo. Et finalement, l'État se fatigue aussi. Il y a une négligence en ce qui concerne cette politique-là, cette politique agricole. Aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays. Les Congolais n'aiment pas cultiver. Ils n'ont pas cette culture-là de faire l'agriculture, de cultiver les sols, d'exploiter ces sols. Or, le Seigneur Dieu a donné à l'homme la terre pour être un bon intendant. Appliquons même le principe de l'intendance. Appliquons ce principe-là, au lieu de tergiverser. Lorsque j'interpelle le gouvernement en ce qui concerne le besoin, vous ne pouvez pas prendre 100 besoins dans un programme quinquennal. On a commencé, si je cite, on a commencé avec 5 chantiers. Oui. C'était 100 besoins. Oui. On a révolution de la modernité, 100 besoins. On revient en 2018, beaucoup de besoins qui, des fois, ne vont pas même aboutir à sa fin. Aujourd'hui, il est nécessaire maintenant là que les gouvernements essayent d'identifier les besoins de développement. Concentrer par exemple tous ces programmes quinquennales, même si nous avons le problème à l'Est, mais on peut concentrer tout simplement dans l'agriculture, c'est possible. On ne peut pas se concentrer, sincèrement, la concentration ne doit pas se fixer toujours dans l'agriculture. Mais il faut voir, il y a aussi des secteurs donc, qui accompagnent l'agriculture. Ce n'est pas toujours l'agriculture, non. Il y a des secteurs aussi qui accompagnent en fait, cette politique agricole. Ouais. Donc le gouvernement doit relever les défis pour éliminer la sécurité alimentaire en RDC. Si vous prenez par exemple le sommet de 1996 sur la sécurité alimentaire pour tous, mais ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous voyons ici au pays. Oui, ailleurs, ça a donné le fruit. Raison pour laquelle je me dis souvent, l'autre fois, j'avais dit, est-ce que nous sommes en train d'avancer ou de chuter? On n'avance plus dans tous les secteurs, on n'avance plus dans chaque programme quinquennal, on n'avance plus. Maintenant, il est nécessaire, il nous revient maintenant de se poser des questions. C'est quel besoin qui est nécessaire qu'on peut booster pour le développement de notre pays? Voilà, Monsieur Ilunga Marquis, je vous retiens encore, nous sommes encore avec vous sur ce plateau. Mais la réalisation nous fait signe, on doit quand même prendre une petite pause, puis nous allons revenir tout juste après. On y va. Voilà, nous continuons avec notre thématique, le sol, moteur de développement d'une nation, avec M. Marquis Ilunga, environnementaliste, qui est avec nous sur ce plateau. M. Marquis, nous continuons et moi, j'aimerais vous poser cette question. Le monde, c'est-à-dire l'organisation, au travers l'environnement, organise plusieurs COP. 21, 22, nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas, nous allons arriver jusqu'à COP 30, s'il faudra toujours avoir des COP et tout ça. Soit on ne fait pas mention sur le sol, soit on fait mention, mais on ne voit pas vraiment le résultat sur le terrain. Il faut mention dans chaque COP, chaque conférence des parties, les organisateurs, ou soit les invités, essayent de parler de la politique qui doit légiférer le COP en ce qui concerne la population rurale. Donc il y a une mauvaise gestion des fonds destinés à ces COP, à cette politique de la gestion rurale des sols. Il en fait mention, il fait mention à ça, mais il y a un problème. Ce problème revient aussi sur les dirigeants, ou soit le personnel
destiné à soutenir le secteur agricole dans des régions un peu reculées. Un peu reculées. Mais alors, la République démocratique du Congo, qui est un pays vraiment riche en espace, riche à ces terres arables, mais il faudrait alors concentrer ces financements en République démocratique du Congo. Oui, mais Hervé, au début, j'avais dit que c'est le problème du gouvernement. C'est le problème du gouvernement. Le gouvernement n'arrive pas à se concentrer dans les secteurs phares, dans les secteurs économiquement rentables comme l'agriculture. On peut exporter, on peut importer. Il y a quand même, par exemple l'entreprise, par exemple l'ANAPEX, qui parle de c'est une entreprise qui parle de l'exportation ou soit l'importation de nos matières premières, ou soit des produits de première nécessité. Mais on ne va pas l'engouement de cette entreprise, on ne voit pas vraiment le travail sur le terrain. Il y a toujours un problème rural, il y a des dégradations, ça veut dire qu'il faut quand même une politique de protection. Il faut une politique de protection de ces secteurs-là. Il faut une politique de protection des sols. Il faut une politique de marché sur le plan international. Si on a seulement le problème des productions, et comment est-ce que nous allons arriver à la transformation? C'est impossible. D'ailleurs, vous allez arriver à la transformation comment? Vous avez un problème de production. Il n'y a pas de production. Mais vous allez transformer quoi? Vous importez. Vous allez transformer quoi? C'est difficile. C'est difficile. Il y a lieu maintenant de produire. Il faut que la production soit en quantité, la production soit costaud pour servir quand même la population ici en RDC. Que la RDC, ce n'est pas seulement Kinshasa. La RDC, c'est vaste. 2 340 combien kilomètres carrés 344 kilomètres carrés, c'est beaucoup. 345 000 kilomètres carrés. Voilà. Donc, c'est vaste. Donc, pour nourrir tous ces gens-là, ou soit pour aider la population de Kinshasa à manger bio, mais il faut quand même une politique moderne. Voilà. Une politique moderne. Sur le plan international, on en parle. Mais on ne voit pas l'application de ces textes-là ici chez nous en RDC. Oui, on ne voit pas. On ne voit pas les profits. Il faut quand même tirer profit de ces COP 21, COP 26, COP 27. Il faut tirer profit quand même. Mais notre profit ici au pays, on attend seulement le financement de ces COP-là. Et même si ce financement vient au pays, on ne voit pas la destination de ces financements. On a financé quel secteur, c'est volatilisé comme ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? On développe l'agriculture, on va développer comment? On va valoriser nos sols comment? Il faut une firme internationale pour quand même vous aider. À l'époque, il y avait des spéculations. Finalement, je n'ai pas de confirmation. Il y avait une firme chinoise qui prenait nos sols pour aller fabriquer des porcelaines. Ok. Oui, ce n'est pas seulement ça, exactement. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le sol. Mais ici, il est nécessaire de parler agriculture. Difficile, parce que vous pensez que cette population rurale n'est pas du tout bien outillée pour développer ces pays? Cette population rurale n'est pas outillée. Cette population rurale n'est pas, on n'arrive pas à identifier quand même les agriculteurs, on n'arrive pas à les aider. Bien sûr, il y a les aides de l'autre côté, il y a la main-d'œuvre. Mais cette main-d'œuvre, c'est détruit parce qu'on donne les engrais chimiques. Pourquoi ne pas développer le compostage ici au pays? Pourquoi ne pas fabriquer le compostage, les engrais chimiques et les engrais naturels pour aider quand même les agriculteurs dans des zones rurales à développer, le produit de première nécessité. Donc là, voilà. Il faudrait alors penser à inviter la main-d'œuvre étrangère. On n'a pas besoin de la main-d'œuvre étrangère au pays. On n'en a pas besoin. Il faut une politique d'adaptation. Voilà. C'est nous-mêmes, nous devons mettre en place. Que le gouvernement est capable de mettre en place une politique agricole moderne, adaptée à notre réalité.
Lorsque nous faisons des copies-coller, c'est là où maintenant on se limite quelque part. On n'arrive pas à avancer parce qu'on a eu à copier quelque chose qui n'a pas servi au pays. Et après, ça s'est limité quelque part, on commence à condamner les autres. Non, développons notre politique agricole. Il y a des professeurs, des gens qui ont fait des pays étrangers, il y a des gens qui travaillent déjà ailleurs. Mais on peut les inviter, on peut parler, il faut parler agriculture, il faut interroger quand même les personnes habilitées pour aider à ce que la politique agricole soit quand même au niveau élevé. Qui ensorcelle les Congolais pour qu'ils n'en parlent pas, pour qu'ils ne puissent pas se motiver, il n'y a pas de la sorcellerie, il n'y a que de la négligence. La négligence. Il n'y a que de la négligence. Il n'y a que de la on est en train de tergiverser sur le programme, de tâtonner. Il n'y a que des tâtonnements. On tâtonne dans tout. On tâtonne dans tout. C'est impossible dans un pays normal où on tâtonne dans tout. Dans chaque secteur, il y a toujours tâtonnement. Vous partez dans ce secteur, il y a tâtonnement. Ici, il y a tâtonnement. Au juste, on va développer ces pays ou on va limiter ces pays à se développer. Non, quand même, nous devons avancer. Rien n'avance. Rien n'avance en tout cas. Nous tous, on est concentrés seulement sur la politique. Sur la politique. Les professeurs qui sont censés aider quand même le pays à se développer sur le plan agricole. Un professeur veut être ministre de l'économie. Il veut être ministre de plan. Il veut être ministre Il veut être ministre des hydrocarbures. Mais toi, tu es un agronome. Va faire quand même le bilan. Alors ils allaient plutôt se concentrer parce que moi, je vois au Brésil, au Brésil, même quand il s'agit de la production ou c'était de l'élevage, les Brésiliens se sont aussi mis à produire même les aliments pour la bétail, c'est-à-dire pour le porc, pour le chèvre et tout ça. Mais ici, chez nous, pour ne pas aller aussi dans la langue de l'élevage et tout ça, aussi chez nous, nos scientifiques envient par contre ces postes ministériels au lieu de travailler là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? C'est un problème d'éducation. Moi, j'insiste toujours sur l'éducation. C'est une éducation ratée quelque part. Les gouvernements doivent quand même nous aider. Le gouvernement doit aider sa population. Un gouvernement qui n'aide pas sa population, c'est un gouvernement inutile. Le gouvernement doit aider sa population à se concentrer dans chaque secteur où il doit y avoir des élus. On doit avoir des élus. Des élus, ce n'est pas toujours au Parlement. Des élus, ce n'est pas toujours au Sénat. Des élus, ce n'est pas toujours dans des courses politiques. Non, mais des élus dans chaque secteur, surtout dans des secteurs agricoles. On peut changer notre économie. Voilà. Vous savez qu'avec l'agriculture, c'est un moteur catalyseur de l'économie. On peut quitter de l'économie minière, on vient de l'économie agricole. On peut quitter telle ou telle autre économie, on vient toujours dans l'économie agricole et vous verrez quand même le résultat du développement. Il y a des ingénieurs, je connais beaucoup. Il y a des projets. Le gouvernement est censé de consulter tous ces jeunes-là avec plein de potentiels de développement pour quand même mettre quelque chose à table et puis faire avancer ces pays. On ne consulte personne. On ne consulte personne. Est-ce que vous encouragez les chefs de l'État par rapport à son programme de 145, de PDL 145 territoires? 145 ou peut-être territoires. On peut dire que non avec mention spéciale production de sol. 145 territoires, un programme de développement à outrance. Je salue le chef de l'État là où il est. Je suis vraiment content d'avoir... Il a mis en place ce programme-là. Que ce programme doit être accompagné de gens mieux habilités. Ce programme a plusieurs secteurs. Mais dans chaque secteur, il faut qu'il y ait des gens qualifiés. Pour le faire. On ne doit plus maintenant... On n'a plus le temps de tâtonner. Il n'y a pas le temps de tâtonner. Il n'y a que le temps de concentration pour le développement de ces pays. Voilà. Le chef de l'État là où il est, je salue mon président. Ces projets de 145 territoires doivent être accompagnés de jeunes. Des jeunes ambitieux, des jeunes talentueux pour accompagner ces projets-là. Est-ce que M. Marquis ne serait pas là en train de déposer une lettre de demande?
Mais au chef de l'État, parce que cette manière de saluer les chefs de l'État avec la douceur, on dirait, on demanderait au chef de l'État, ben, passer à Marquis Ilunga pour propulser la province. Les territoires, quel territoire par exemple? Bon, il y a plusieurs territoires. Vous êtes originaire des territoires. Oui, il y a plusieurs territoires. Moi, je suis un Congolais. Voilà. Partout j'irai, oui. Je serai toujours un bon intendant. Voilà. Comme le Seigneur lui-même nous avait donné cette terre. Il nous a dit nous sommes des intendants de cette terre. Voilà. Donc, ce n'est pas une manière quand même de poser une demande d'emploi au chef de l'État. C'est une bonne idée dont nous devons soutenir, nous devons porter ça à cœur. Okay. C'est un bon programme qui chaque Congolais doit porter ça à cœur, doit vraiment mettre la main là-dessus pour que ce programme-là donne ses fruits. On ne doit pas toujours avoir cette politique d'avidité, de cupidité qui détruit le pays ou soit qui freine le développement de ces pays. Vous pensez que ces programmes-là, vous pensez qu'elle a ces programmes-là sur le plan agriculture, sur le plan sol agriculture, si on ne parle pas d'abord, on laisse pas de côté l'infrastructure des bâtiments et consorts, on prend d'abord agriculture. Vous pensez que ces programmes-là sur le plan agriculture peuvent vraiment apporter beaucoup dans le développement du pays? Si ce programme est accompagné des experts, si ce programme est accompagné des hommes cohérents, maintenant, ce programme répond à la conférence des partis, dont on en parle chaque jour, des COP 21, des COP 27. Ce programme-là, maintenant, répond aux multinationaux avec leur programme de conférence des partis. Et ce programme-là va donner maintenant, ça va développer ces pays. Vous verrez, si vraiment il y a une bonne politique, il y a le financement qu'il faut, il y a la clarité et la sincérité dans ces programmes, vous verrez que ce programme va donner les fruits et ce programme va développer ces pays dans peu de temps. Donc nous serons étonnés. Voilà, le seul facteur de développement en République démocratique du Congo, facteur de développement d'une nation. Nous sommes en train de chuter avec M. Marcus Ilunga. M. Marcus, le médecin, lorsqu'ils sont en train de travailler et ils considèrent cela comme des diagnostics. Mais est-ce que nous pouvons donner également des pistes de solutions pour que la République démocratique du Congo quitte cette... Bon, moi j'appelle ça envoûtement ou je ne sais pas comment il faut qu'on le dise. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si on peut aller directement, quelques solutions un peu pratiques et qui peut être aussi durable. Une solution pratique et durable, pour moi, il faut diversifier l'économie de notre pays. Il faut diversifier l'économie des régions rurales. Il faut diversifier en fait, les activités agricoles, augmenter la croissance agricole dans notre pays. En tout cas, que le gouvernement jette vraiment les jalons, pose vraiment des jalons dans ce secteur et on aura un changement. Le changement est possible. Voilà. Et le changement, c'est un état d'esprit. Oui. Voilà. Donc si dans notre esprit, il n'y a pas ces changements-là, donc ce changement ne sera pas possible dans notre pays. Okay. Donc si vraiment on porte ces changements-là à cœur, on met des mesures de développement international, donc vous verrez que ce pays va se développer avec une cohérence dans la personne dont le secteur est affilié au fait pour le développement agricole. Merci beaucoup, M. Marcus Ilunga. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et ensemble, nous avons développé cette thématique et les seuls facteurs de développement d'une nation ou également en République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, vous devez quand même quitter vos bureaux climatisés pour ne pas dire climatiques. Pour ne pas dire climatique, mais vos bureaux climatisés. Et même si vous travaillez dans vos bureaux climatisés, parfois, il faut avoir des espaces de terre où le week-end, vous allez quand même visiter et essayer quand même de développer sur ces côtés-là. Vous avez vos moyens. Je ne sais pas pourquoi vous consommez tout l'argent à ne faire que boire, à ne faire que prendre de la bière, à ne faire que consommer
des liqueurs fortes qu'on sort, mais vous pouvez également développer en mettant en place des fermes où vous produisez non seulement dans l'agriculture, les arbres fruitiers, également l'élevage. C'est très important et cela, ça peut aider également le développement du pays. Avant qu'on se sépare, parce que nous nous séparons là, cette question m'est venue. Est-ce que le fait de planter aussi des arbres fruitiers, ça peut contribuer aussi à protéger l'environnement? Il fait très chaud ces derniers temps. Ça peut nous aider, ok, dans les jours à venir, nous allons quand même gérer notre environnement. Merci, M. Hervé. En fait, cette question, je pense que je l'avais déjà dit, j'avais déjà donné la réponse à cette question. Je disais, il faut planter, il faut donner des plantes qui aident à remédier les sols. Ok. On ne doit pas planter des arbres fruitiers partout où on peut planter. Non, non. Il y a quand même des endroits bien déterminés parce que chaque pour sol, le planter. Oui. Chaque sol est d'une nécessité de sa culture. Ok. Chaque sol doit être accompagné de sa culture. D'accord. On ne doit pas prendre le sol, par exemple, le sol calcaro, par exemple, au mélange, on va planter, par exemple, des plantes, des arbres fruitiers qui doivent pousser dans les sols argilés, ou soit sablonnés. Ok. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Oh, alors, il y a toute une étude qui doit être faite pour aider à ce que dans chaque secteur, qu'on essaie de donner les articles qu'il faut, de planter des maïs, des articles, je parle des articles qu'il faut dans chaque secteur agricole, dans chaque sol. Chaque sol a ses vertus, donc il faut quand même cette politique-là soit donnée, ces conseils-là soient donnés à la population agricole, aux ingénieurs, pour quand même développer ces secteurs-là. Merci beaucoup, M. Marquis Ilunga. Je considère cela, c'est les derniers mots. Je ne sais pas, il y a d'autres derniers mots. Il n'y en a pas, on se considère là pas comme dernier mot. Alors, comme dernier mot, en fait, il n'y en a pas, il y en aura toujours. D'accord. Il y en aura toujours. Quand que la vie continue, il y aura toujours. La vie continue, il y aura toujours des nouvelles dont on va donner ici. Mais j'insiste, lorsque vous cultivez le sol, il y aura un temps où le sol demande le repos. Et ce repos-là doit être accompagné, par exemple, de la phytorémédiation. Chercher des plantes qui peuvent aider à dépolluer les sols. Voilà, il y a des plantes qui existent. Qui peuvent aider à dépolluer les sols. Oui, oui, il y a des plantes qui purifient l'eau. Oui, il y a des plantes qui purifient l'eau. Il y a des plantes qui purifient les sols. Ok. Donc aujourd'hui, même dans nos jardins, derrière nos maisons, nous devons savoir que nous devons planter des plantes qui purifient même l'air. Voilà. Il fait chaud ici à Kina. Cherchons des plantes qui purifient l'air. Ne mettons pas n'importe quoi dans notre entourage pour quand même nous mettre à l'abri. On doit se mettre à l'abri en tout cas. Merci beaucoup. C'était M. Marquis Ilunga. C'est par là que nous chutons avec lui. Et justement, Vouba et la réalisation, on prend juste une transition et nous allons revenir tout de suite après.